Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, des comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons, ces êtres hors du commun, à monter sur une scène, à partager des émotions et à se livrer avec bonheur avec la foule ? Pendant un peu moins d'une heure, un artiste en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines se livre simplement à ce micro. Un entretien sans phare, un dialogue à nu, à travers les 4 lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Une programmation riche et multiple, danse, musique, théâtre, cirque, humour sur un territoire de création. Quel beau terrain de jeu pour une journaliste comme moi. Vous entendrez des voix parler des arts de la scène bien sûr, mais aussi de parcours, de l'enfance, de combats, de désirs parfois et de doutes aussi. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. La femme est un certain animal difficile à connaître, disait Molière dans Le Dépit amoureux. Cette phrase résonne en tout cas pour moi lorsque l'on parle de notre invitée. D'une part parce que Johanna Jacardi est une femme, comédienne, qu'elle aime travailler avec des femmes aussi, puis d'autre part car elle aime passionnément Molière. Johanna vit et travaille à Marseille, diplômée en master professionnel en dramaturgie et en écriture scénique, ça claque. Elle fonde un an plus tard la compagnie Les Estivants dans la cité phocéenne, passée par le 3 Bicef ou encore le théâtre Antoine Vitez à Aix-en-Provence. La voici proche des théâtres avec sa saga de Molière. Johanna Jacardi aime l'itinérance, les tréteaux, le do-it-yourself, la vie de troupe et l'on est ravis de découvrir un peu mieux dans le son de la scène cet animal donc difficile peut-être à connaître. En piste pour ce nouvel épisode sur la vie d'artiste. Bonjour Johanna. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de Molière ? Alors est-ce que vous la connaissiez déjà ? Est-ce que vous connaissez Le Dépit amoureux ? Ouais, bien sûr. On a beaucoup parlé du Dépit amoureux qui est une des premières pièces qu'il a écrites quand il était encore sur les routes. Qu'est-ce que je pense de cette phrase ? Un animal difficile à cerner. C'est comme ça qu'il définit la femme. Il n'est pas tendre avec les femmes, Molière, quand même. Hein. Bah, ça dépend des pièces. Je sais pas, en même temps, dans l'École des femmes, le personnage d'Agnès, c'est quand même, elle se rebelle quand même vraiment contre ce mari qu'elle est forcée d'épouser. Donc là, on a quand même le début d'un féminisme, un peu, on pourrait imaginer. Et surtout, Molière, moi, ce qui m'a fascinée pendant longtemps, c'est qu'on raconte qu'il a cette histoire d'amour avec Armande Béjart. On ne sait pas trop si c'est sa fille, si c'est la sœur de son ex-femme, Madeleine Béjart. Ça n'a jamais été vérifié ? Il y a beaucoup de légendes et on tente de le vérifier, mais je crois qu'on ne pourra jamais vraiment le cerner, quoi. Donc il y a tout un espèce de récit très romanesque autour de cette histoire. Mais en tout cas, à partir du moment où il se met officiellement avec Armande Béjart, il s'avère que c'est quelqu'un de très libre pour son siècle, qui n'a pas envie de s'enterrer toute vive dans un mari, comme justement il décrit dans l'École des femmes. Et mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de vivre toute une vie enfermée dans un mari. Comment ? Parce que, d'ailleurs, c'est une réplique qu'on fait entendre dans le spectacle. Et je pense quand même que la... Comment dire Putain, je me suis perdue là un instant. On parlait de Molière et des femmes. On parlait de Molière et des femmes. Ouais. Il y a un certain animal difficile à connaître. Voilà, ça. Peut-être que... Qu'est-ce que je pense de cette phrase ? Bah, tu vois, ça me fait penser à Armande Béjart. Ok, très bien. C'est un bon début. Vous le disiez, Johanna, est-ce que Molière est féministe ? Ou l'était ? Ça, c'est vraiment une question que je me posais. On va parler de votre compagnie qui est essentiellement composée de femmes. Mais... Est-ce que Molière était féministe ? Bah, justement, c'est ce que je vous disais. Je pense quand même que par le contact de cette femme, Armande Béjart, peut-être il y a une sensibilité pour la question. Après, est-ce que vraiment il est féministe ? Il l'était. La c'est question ambigu, quoi. Du genre est intéressante quand même chez Molière, parce qu'il faisait jouer, je crois, des hommes en femmes et des femmes en hommes. Non, ça arrivait dans ses pièces. Ouais, C'était pour des questions pratiques, peut-être. À l'époque, pendant longtemps, en fait, les femmes, elles n'avaient pas le droit de jouer aussi. C'est compliqué, cette question pour moi. Okay. On y reviendra peut-être plus tard. Qu'est-ce qui vous rapproche autant de Molière, Johanna ? Au-delà de l'itinérance, vous l'avez déjà prononcé, ce terme-là, et du mouvement et de la troupe, en fait. Je sais pas trop ce qui me rapproche de Molière. Tout le temps, en fait, où j'ai eu envie d'écrire sur sa vie, je me suis rendu compte en travaillant là-dessus que c'était vraiment sa vie qui m'avait intéressée, beaucoup plus que son œuvre. Après, je suis attachée à son œuvre, j'ai des souvenirs d'enfance, ma mère qui m'emmène à la Comédie Française, de rire beaucoup devant Le Malade imaginaire. Il y a une bouffonnerie comme ça dans ces pièces dans laquelle je me reconnais, quoi, un amour du théâtre, de la farce. Qui me rend très familière de Molière.
Mais c'est vraiment la trajectoire de sa vie qui m'intéresse, quoi. Ses hésitations, cette obstination, le fait qu'il ait jamais renoncé malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Tout d'un coup, je sais pas, je me suis identifiée, quoi, à travers Molière. Vous parlez souvent dans d'autres interviews que j'ai pu entendre, en tout cas, de reconnaissance. Il y a eu un manque de reconnaissance de la compagnie, les Estivants notamment au départ. Et c'est marrant parce que quand on fait un petit peu le parallèle avec Molière, il a été enterré dans une fosse commune, il n'a pas du tout été reconnu comme il l'est aujourd'hui. La reconnaissance pour vous, Johanna, c'est c'est un point sensible? Ouais, c'est un point sensible. Pourquoi? Peut-être ça remonte à mon enfance, mais je sais pas, j'ai une soif de reconnaissance qui est assez intarissable. On l'a tous, On l'a non? tous. Ouais, je pense qu'on l'a tous, mais je fréquente des gens autour de moi qui sont moins poreux à ça, quoi, qui ont moins cette nécessité d'être reconnus, d'être validés. Et moi, je sais pas, est-ce que c'est des carences liées à mon éducation? Je suis dans ma famille, j'ai une sœur, une grande sœur et un petit frère. Donc je suis au milieu, quoi. J'ai toujours vécu en étant au milieu. C'est souvent difficile. On ne trouve pas trop sa place. Voilà, c'est ça. Et peut-être j'ai eu un besoin par le travail, en tout cas, d'être bêtement admirée. J'ai conscience que c'est un peu bête, mais en même temps, ça me constitue aussi et j'essaie de l'affirmer, en tout cas d'en faire une force plutôt que de le renier. Mais j'ai pas envie non plus de tomber dans quelque chose de colérique vis-à-vis de la reconnaissance. Il y a aussi des artistes que j'aime bien, mais que je sens en colère par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu l'impression que c'est comme si quelque part, ils l'assumaient pas complètement, ce désir de reconnaissance. Et donc très vite, je me suis dit, bah tiens, peut-être toi, pour éviter de devenir haineuse et colérique, peut-être le mieux, c'est que tu te l'avoues à toi-même, que tu as un fort désir d'être muséifié. En toute modestie. On est déjà au musée Grévin, c'est formidable. Non, mais d'autant que quand on choisit d'être comédienne, metteur en scène comme vous, bon, on monte sur une scène, donc c'est pour être vu et applaudi. Quand même. C'est pas pour qu'on nous jette des tomates, Non. A priori. Donc, c'est bien, vous l'assumez aujourd'hui, ça. Ouais. Mais après, c'est aussi dans le parcours de la compagnie, on a mis du temps avant d'avoir une petite place. En tout cas, aujourd'hui, on a une place qui me convient très bien. Mais c'est vrai qu'avant ça, on a essuyé des échecs. Mais je pense que c'est un trajet finalement assez lambda pour une compagnie aujourd'hui, de devoir se faire une place, d'être validé, quoi, par les institutions. Et c'est vrai que ça a suscité beaucoup de colère en moi au début, parce que j'avais l'intuition vraiment que le théâtre, c'était ma vie, quoi. Et donc, si ma vie ne me permettait pas de faire du théâtre, oulala, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, quoi. Là, il y a moins de vie tout à coup. Est-ce que dans votre famille, justement, il y a eu une reconnaissance assez tôt de votre choix de faire du théâtre? On est sur la scène du jeu de pommes ici. On aime bien sur une scène vide pour nous rappeler d'où on vient dans ce podcast. Est-ce que ça a été complexe, incompris? Oui, ça a été plutôt complexe. Incompris, ce serait trop fort. Je pense que mes parents nous ont toujours beaucoup emmenés au théâtre. Très tôt, ils ont compris que... ils m'ont encouragée dans ce sens-là en me disant que j'étais drôle, qu'il fallait que je fasse des petits sketchs, des petits spectacles. Donc quand on partait au club, enfin pas Club Med, mais dans ce genre de truc l'été, je me retrouvais encouragée par mes parents. Mais c'est génial voilà. de faire des spectacles au Club Med. Et à Noël aussi. C'était à Noël aussi, c'était mon fort. Et je faisais beaucoup jouer mon frère, j'adorais me déguiser, me prendre en photo, faire le clown, on m'appelait le clown d'ailleurs. Mais après, quand c'est devenu un peu sérieux, pendant longtemps, c'était drôle parce que ma mère était documentaliste, maintenant elle est retraitée. Et à un moment, un peu en crise d'adolescence, je me suis refusée à lire en disant que la lecture, moi, ça m'intéressait pas du tout. Petit rejet, tranquille. Okay. Et finalement, j'ai commencé à aimer lire, en tout cas à m'avouer que j'aimais lire par le théâtre. Donc ma mère a commencé à me dire qu'il faudrait que je m'inscrive à l'option théâtre du lycée pour faire du théâtre. Ouais. Bon, au début, vraiment, il y avait un encouragement. Et puis quand ça a commencé à devenir sérieux, que j'ai décidé d'aller à la fac, de continuer et potentiellement d'en faire mon métier, là, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour mes parents qui ont toujours travaillé dans l'éducation nationale, fonctionnaires avec un statut sécurisant. Et du coup, j'ai été éduquée aussi là-dedans. Et pour eux, c'était vraiment un risque de... Voilà, ils étaient pas sûrs je pense qu'ils étaient pas sûrs de moi. En même temps, ils pressentaient que potentiellement ça pourrait marcher pour moi, mais avec une grande peur qui m'a jusqu'à il y a encore
très peu de temps beaucoup angoissée, donc j'ai eu un boulot alimentaire pendant longtemps. Et à partir du moment où je l'ai lâché, j'ai fait la rencontre de Dominique Bluzet, j'ai écrit un courrier qui m'a permis en tout cas de le rencontrer. Et je pense que finalement c'était il y a 2 ans, symboliquement je me suis pointée face à mes parents et je leur ai dit en fait je vais aller au bout de ce rêve-là. Et je crois que la saga de Molière, elle est aussi contaminée par ce geste pour moi qui a été très fort à un moment. Ce qui est fort aussi dans la saga de Molière, c'est le terme saga, parce qu'en général, une saga, c'est long, c'est quand même massif. Pourquoi l'avoir appelé comme ça? Je rappelle que vous racontez à votre manière l'histoire de Jean-Baptiste Poquelin, du coup, et de Molière. La saga, c'est pas rien quand même. La saga. Ouais. Ouais. Je sais pas, la saga, moi, ça m'évoquait le feuilleton. Ça m'évoquait un truc un peu déjà contemporain. Et puis plutôt comique un peu. Oui, il y a un voilà. peu. Moi, ça m'évoque Dallas. Ouais, Oui. voilà, exactement, c'est ça, c'est Dallas à fond. Donc cette drôlerie, elle est quand même toujours là, quoi. Je trouvais que oui, mettre Saga à côté de Molière, qui est un monument, voilà, il y avait quelque chose qui tiquait quoi, et qui m'intéressait du coup. Qu'est-ce que vous racontez de Molière alors dans cette saga pour en parler un petit peu en un mot? Eh ben, bêtement, hein, c'est très bête en fait cette histoire. On raconte l'histoire de la vie de Molière, de sa troupe, ça c'est surtout sa troupe. Et on fait des liens avec notre propre histoire à nous. Ce qu'on raconte de Molière, c'est la volonté de son père de faire des études malgré tout, contre tout. Je peux me reconnaître aussi là-dedans. J'ai rien dit. Une sécurité avant tout. Et puis enfin, voilà, la rencontre avec une femme qui lui confirme que son chemin, c'est bien le théâtre. La création d'une troupe, les premiers échecs, l'itinérance du coup, parce que ok, ça marche pas ici, allons voir si ça peut marcher ailleurs. Les tréteaux. Les costumes faits vous-même. Ouais, artisanaux. Exactement. Ah ouais, complètement. On a une costumière qui a fait pas mal de costumes, mais nous aussi on met vraiment toute la main à la pâte. Et il y avait une volonté, avec ces tréteaux, de revenir à une histoire, vraiment le plaisir de revenir aux origines du théâtre. C'est tenté que ce soit des origines, mais de raconter, quoi, de se contenter de raconter le mieux possible une histoire et d'essayer d'embarquer les gens comme ça avec nous, quoi. Et même embarquer le public de manière très, j'allais dire, directe, Ouais. parce que vous allez les voir, etc. Vous allez, Ils sont avec nous sur scène. Comme le théâtre de Shakespeare, j'y pense, ou de Molière à l'époque, où on buvait, on chantait, on mangeait. Enfin, c'était pas du tout aussi sérieux que le théâtre l'est aujourd'hui. Il y a ça, c'est d'aller chercher le spectateur, Exactement. de faire tomber le quatrième mur. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est vraiment une volonté de mon travail. À un moment, là, c'est très important dans la tournée qu'on est en train de réaliser. On se retrouve dans des salles des fêtes qui sont pas des salles vraiment dédiées à recevoir un spectacle de théâtre, même si, quand même, elles sont équipées à un minima. Et les gens viennent, là, la dernière fois, on a joué à Molégès, ils n'ont pas du tout les codes, quoi. Ils regardent ça, ils sont un peu étonnés, ils passent leur temps à commenter comme devant un match de foot. Et nous, on pourrait être en colère, se dire, mais enfin, quand même, c'est pas ça qu'on fait au théâtre. Sauf que c'est ça, le théâtre. Et en fait, c'est ça qu'on recherche. Et la dernière fois, encore une fois, à Molégès, c'est marrant, Maglone des théâtres qui nous accompagne en production, elle était avec nous et elle nous dit, il y a une spectatrice qui est venue, je l'avais déjà vue au jeu de pommes, moi je sais qu'elle a les codes parce qu'en général, elle est calme, etc. Mais vous avez une telle façon de les agiter, d'aller les chercher comme ça, comme des crieurs de spectacle. Tout d'un coup, à un moment, elle s'est pris, on leur donne une bougie au début du spectacle, elle s'est mise à mettre la bougie sur sa tête et puis à fanfaronner. Ça m'a fait rire et je me suis dit que peut-être l'effet quand même recherché, finalement, ça marchait, quoi, cette volonté de péter en tout cas un quatrième mur, une habitude, une codification de qu'est-ce que c'est qu'être au théâtre, qu'est-ce que c'est qu'être un spectateur idéal. C'est l'objectif, être proche des gens, effectivement, pour vous, Johanna Jaccardi, et démocratiser le théâtre, comme on l'a souvent dit, avec ce mot très sérieux aussi, mais au fond, c'est ça, c'est rendre un petit peu naturel au spectateur, non? Exactement. Qu'il soit pas complètement... qu'il soit pas figé, qu'il soit pas interdit de pouvoir rire, commenter surtout. Parce que vraiment, à des moments, nous, c'est précieux pour nous, une réflexion qui était, par exemple, très bêtement, à un moment, je récite le Cid, au rage, au désespoir, etc. Et puis c'est arrivé plusieurs fois, je m'y attendais pas, dans les salles des fêtes, pas dans les théâtres. Bon, on a joué au théâtre Antoine Vitesse pour l'instant, mais en tout cas, dans les salles des fêtes, tout d'un coup, les gens se mettent à réciter ces vers qu'ils connaissent par cœur, qu'ils ont appris à l'école, qu'ils ont entendu mille et une fois. Et alors moi, au début, ça m'a déstabilisée. Je me suis dit, mince, c'est un moment, tel qu'on l'avait écrit, qui est censé être un peu enlevé, un peu pas triste, mais en tout cas, qui est censé déclencher une émotion chez le spectateur. Merde, l'émotion marche pas, ils se mettent à réciter par-dessus. Et puis finalement, je baisse parce que j'ai un panneau passe-tête à ce moment-là, je baisse mon panneau et je regarde les
les comédiennes derrière et je leur dis mais je comprends pas, on dirait qu'ils connaissent le texte. Et alors là, le public finalement hurle de rire et maintenant je le fais à chaque fois. Ça, c'était de Voilà. l'impro à ce Et ça, moment-là. c'était de l'impro, c'était pas prévu. Mais je crois que voilà, je pense qu'il y a une gymnastique comme ça qu'on est en train d'inventer, de trouver dans cette relation avec le public. Finalement, bien sûr qu'il y a un canevas, bien sûr que tout est ficelé, que tout est prévu, mais on fait quand même aussi ce métier pour passer notre temps à essuyer des imprévus, à se prendre des croche-pattes, à tomber, à se relever. Et je crois que ce spectacle permet ça et c'est très joyeux pour nous, c'est très vivant en fait, bêtement. Oui, et Molière probablement sur les places de village se prenait des imprévus très, très Ouais, fréquemment. ouais. Je voudrais qu'on revienne sur le rire aussi. Il y a beaucoup d'humour dans la saga de Molière et puis dans effectivement votre manière, votre écriture. Un jeu sur le fil de la comédie. Le rire, pour vous, c'est quoi avant toute chose? On est en 2021, on se marre pas trop en ce moment, il faut quand même le dire. Est-ce que c'est de l'insouciance? Est-ce que c'est de la résistance? Est-ce que c'est un message? Je sais pas. Comment vous le voyez, le rire, en fait, Johanna? Ouais. Je crois que c'est plusieurs choses, ça c'est sûr. C'est salvateur, en fait, pour moi. J'ai été formée à la fac. Il y a quelque chose dans ma formation qui est très intello. Et je crois qu'on m'a appris à prendre le théâtre très au sérieux. Il fallait que le théâtre soit utile, il fallait que... Le théâtre. Le théâtre, voilà. Après, je crache vraiment pas sur cette formation qui fait la personne l'artiste que je suis aujourd'hui, donc c'est très ambigu pour moi. Mais en même temps, pendant toutes ces années d'études, j'ai une colère comme ça permanente de me dire mais pourquoi est-ce que les artistes on continuerait à les enfermer dans cette espèce d'idée de génie dans leur tour d'ivoire qui sont... c'est une vision hyper élitiste en fait de l'art qui moi me dérange un peu. Et je crois que le rire, c'est une manière de... Peut-être une tentative de faire du théâtre populaire, même si je ne sais pas encore exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas une tentative... De désamorcer le sérieux. Ouais, je crois. De jamais succomber à la tentation de se prendre au sérieux. C'est une phrase de Milan Kundera que j'ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune. Et cette phrase, elle m'a tout de suite parlé parce que dans notre travail, il y a beaucoup de second degré, beaucoup d'autodérision. Parce que c'est vraiment une manière pour moi de baisser les armes, d'être le plus proche de nos failles, de notre humanité. Et d'espérer comme ça concerner les gens. Moi, je déteste quand je vais au théâtre et que j'ai l'impression d'être face à quelque chose d'absolu, de parfait. Bon, bien sûr, des fois, ça fait du bien de voir un objet comme ça qui nous renverse complètement. Mais je crois que ce qui me plaît au théâtre, c'est l'endroit où ça cesse d'être parfait, quoi, où c'est proche de tout le monde, quoi. C'est comme tout le monde, c'est imparfait, quoi. C'est humain. Qui vous fait rire au théâtre? Au cinéma d'ailleurs, aujourd'hui? Je sais pas, personne. Si, quand même. Moi-même. L'ego trip. Ouais, c'est ça. Fallait qu'on passe par là. Personne ne m'intéresse à part moi. Vos comédiennes, oui, mes comédiennes, beaucoup. Ouais. Les comédiennes me font beaucoup rire, ouais. Des fois aussi, quand je les vois dans les projets des autres, une espèce de joie... de fierté, d'admiration aussi. Ouais, d'admiration. Hier soir, j'étais ici au Jeu de Pommes et je voyais Edith jouer dans La Dispute d'Agnès Rigolo. Et j'adore, quoi, parce que je la connais tellement à travers mon prisme, à travers notre travail. Et la voir hier soir faire des choses qu'elle ne se permettrait pas avec nous parce qu'on serait tout de suite dans une forme de second degré. Et de la trouver sensationnelle comme ça, je sais pas, c'est une sacrée émotion. Ouais. Du coup, elle me fait beaucoup rire. Il y a une autre question que je me posais, Johanna Jaccardi. Vous parliez d'artiste, que l'artiste c'est toujours quelqu'un de sérieux. Et on pose souvent cette question dans ce podcast, Le son de la scène, à nos invités. C'est quoi un artiste pour vous alors? C'est un saltimbanque avant toute chose, comme chez Molière ou pas? Pour moi, vraiment, après, c'est pas en soi. J'ai pas la définition de ce que c'est qu'un artiste en soi. Chacune est différente de toute façon. Mais en tout cas, pour moi, j'aimerais que ce soit quelqu'un qui soit pas dans une sphère supérieure, quoi. C'est pas le phare chez Hugo? Non, vous. je crois pas, non. C'est un idiot, en fait. Pour moi, c'est un idiot qui ruse, qui passe son temps à ruser, qui a compris que la vie, c'était pas très sérieux, que de toute façon, on allait tous finir dans une tombe et qu'il était peut-être temps de s'amuser. Moi, je sais que les moments où je suis le plus heureuse dans ma vie, c'est quand j'arrive à me faire croire que tout ça, c'est qu'un jeu, quoi. C'est qu'une mascarade. Et dans mon travail, chaque chose que j'entreprends, je le prends comme un défi. Vraiment au sens très premier du jeu, comme quand j'étais enfant, quoi. Tiens, je vais déplacer cette montagne, ça semble impossible, raison de plus, je vais le faire.
Et ça me rend heureuse. Pour moi, l'artiste, je sais pas trop, c'est une manière de vivre aussi, c'est une manière de voir la vie, de décider de... Ouais, je sais pas si c'est forcément toujours que lié au travail, c'est aussi une manière de vivre, de s'émanciper de plein de trucs, de rester libre, même si c'est des concepts un peu foireux, mais qu'on n'atteindra jamais. Et que c'est un peu galère Et que c'est un peu financièrement galère, parfois. quand même. Ok. Ouais. De rester libre. Un idiot libre alors. Un peut-être. idiot libre, ouais. Après, ça veut pas dire galérer, pas avoir de thunes et tout, parce que je considère quand même que on travaille, donc on mérite un salaire. Un artiste, Voilà. c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui travaille quand En même. effet. Johanna Giacardi, invitée du son de la scène, vous avez choisi comme chaque invité un son qui nous emmène un petit peu au-delà des rives de la Méditerranée. Bachar Makhalife, pour quelle raison et pourquoi Yanas? En fait, quand Julien m'a écrit pour me demander, enfin pour me dire qu'il fallait qu'on choisisse une musique, j'ai tout de Oui, suite il le pensé à fallait. celle-là. Il le fallait. Et j'ai tout de suite pensé à celle-là. Alors, c'est une histoire très personnelle. Il y a, justement, suite à notre premier échec de compagnie en 2007. C'est quoi l'échec pour vous? Là, quand vous Ouais. dites l'échec des estivants, c'est quoi? C'est un spectacle qui s'appelait Feu, qui était la première pièce que j'avais écrite, qui racontait l'histoire d'un metteur en scène qui est raté, quoi, ouais, je crois que C'était écrit. ouais, il valait mieux finalement s'identifier à Molière, finalement, D'ailleurs, une productrice m'avait dit ça. Tu sais, le problème, c'est que si tu t'identifies à un raté, les professionnels vont vraiment penser que tu en es une. Faut Bon. croire que ça a marché. Non, c'est Ouais. fini maintenant. C'est bon, vous êtes là. Mais voilà, je suis là. Mais alors oui, bon, ce spectacle, voilà, et puis une nuit, il reçoit la visite de toutes les figures qui le hantent dans la création, l'œuvre, la critique, le génie, l'artiste confirmé. Bon, ils discutent. C'était quand même assez drôle. Et ce spectacle marche pas. On est tout ensemble. Voilà, on a commencé les répétitions de Camping Show, il me semble. On est en 2018, on s'apprête à partir. Et je suis malheureuse. C'est bête, hein, mais je suis pas encore sûre que le camping va marcher. L'idée d'aller jouer dans les campings à la fois me ravit et en même temps j'ai des angoisses. Toujours liées à mon éducation, de me dire mais qu'est-ce que je fais? Je pars sur les roulottes. Mon père m'avait toujours dit jamais la roulotte dans mon jardin. Je veux pas la roulotte. Je dis oh là là, ça y est, là Et c'est vous vraiment. partez avec Et moi je plusieurs pars roulottes. avec la roulotte et plusieurs nanas et on part comme ça sur les routes pendant un mois. Bon. Donc avec un camion miteux, enfin bon, voilà. La totale. La totale. Et donc on est un soir tout ensemble à Aubagne, au Marquissac. C'est un lieu que la famille de Naïs, une des comédiennes, nous a été mis à disposition. On est autour de la piscine, les filles rigolent, elles boivent un coup, elles se jettent à l'eau. Tout le monde est très détendu. Et moi je me rappelle que ce soir-là je vais pas bien, je suis allongée sur un transat, j'ai des pensées noires et bon ça va pas, je broie du noir, je me dis que ma carrière est foutue, que j'y arriverai jamais. Bon. Et tout d'un coup Edith met une chanson, et voilà, Yanas de Bachar Makhalife. Et d'un coup, je sursaute, je me lève et je dis Edith, c'est toi qui as mis ça, c'est quoi? C'est Bachar, mais je connaissais pas. Ah bon, tu connaissais pas? Et je me mets à danser et tout d'un coup, je leur dis écoutez les filles, ça va être génial. En fait, on va faire ça, on va partir là, puis après on va faire ça. Nana. Et il y a eu un espèce de mouvement. D'élan de vie en fait. Ouais, un élan de vie et qui est vraiment, en tout cas dans l'album de Bachar, qui parle vraiment de ça. Et je sais pas, cette chanson, à partir de là, on l'a écoutée tout l'été dans le camion. Et puis je continue, dès que j'ai un espèce de moment de blues, comme ça, de faiblesse, l'écouter, elle a comme un effet dynamisant comme ça sur moi. Je l'aime, quoi. Super. Si vous avez un coup de blues en écoutant le son de la scène, j'espère pas, en tout cas avec Johanna Giacardi, Bachar Makhalife, Yanas, à tout de suite. الفرحة
نسيتيني زماني لغايب عالحياة الفرحة Le choix musical de Johanna Giacardi, c'était Bachar Makhalife qui nous emmène un petit peu ailleurs au Liban et autres, évidemment, dans le son de la scène. Johanna, juste pour parler de Marseille, c'est une ville que vous avez choisie, je pense à cette musique qui fait résonner aussi la cosmopolitanie de Marseille et son côté méditerranéen. Vous y êtes installée, vous y avez grandi, c'est quoi Marseille pour vous? J'y ai pas grandi, j'ai grandi à côté, à Toulon. Marseille, j'y suis arrivée il y a une dizaine d'années en fait, quand je faisais mes études. Marseille, c'est une ville que je déteste et que j'aime à la fois. Comme beaucoup de gens. Ouais, comme beaucoup de gens. Des fois, je me dis, tiens, je vais partir, je vais aller vivre à la campagne ou je vais trouver une autre ville. Et en fait, à chaque fois, il y a quand même quelque chose qui me ramène à Marseille. Du port d'attache, non, un peu? Ouais, et puis quelque chose dans la mentalité. Récemment, je me suis disputée avec Daniel Mesguich, qui critiquait Marseille en disant à Marseille on dit tu me fais chier, et à Paris on dit tu me fais chier, ça file droit, etc. Et je crois qu'effectivement j'ai été à Paris là, la semaine, il y a 15 jours, pendant quelques jours, et il y a quelque chose dans la mentalité que j'ai trouvé hyper fil droit, hyper carriériste, les gens tracent leur route, etc. Comme dans le métro. Ouais. Un petit peu, mais en fait, c'est vraiment dans les mentalités aussi, il y a quelque chose qui est inscrit comme ça. Et à Marseille, je retrouve pas ça. Il y a une disponibilité, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est de gauche. Il y a plus de courbes. Voilà. Ouais, je sais pas, je trouve que ça ressemble plus à la vraie vie. D'ailleurs, c'est marrant, quand je faisais mes études à Aix, j'avais des copines qui habitaient déjà à Marseille et qui m'avaient dit, mais viens passer un week-end à Marseille. Et puis j'étais arrivée. Et d'un coup, d'avoir pris l'habitude de vivre comme ça faisait 3 ans que j'étais enfermée à Aix, qui pour moi n'était pas une vraie ville. Je suis arrivée à Marseille et la première chose que j'ai dite à mon ami, c'est « Putain, c'est fou, c'est la vraie vie ici, en fait. » Ouais. Giacardi, c'est quoi? C'est italien? Ouais, c'est italien. Il y a quelque chose un peu de l'Italie chez vous, ou c'est pas du tout des origines revendiquées? Bah, mon père a des origines italiennes, qu'il a jamais trop revendiquées. Et moi, j'y étais très peu en Italie. C'est intéressant parce que ce que vous faites avec les Estivants, il y a quand même un peu de la farce, de la commedia dell'arte, c'est vrai. de ce sentiment italien, du théâtre italien. Et pourtant, vous Finalement, vous en êtes un peu loin. Ouais. Mais ça fait plusieurs semaines que je me dis que je vais aller en Italie. Donc c'est marrant qu'on en parle. Ouais, vous reviendrez nous en parler. Ouais, je reviendrai vous en parler. Johanna, je voulais qu'on revienne aussi un petit peu sur la compagnie Les Estivants, votre compagnie, et qui a eu un très bon retour du public, il faut quand même le dire, même si les professionnels, c'était pas tout à fait ça. On reparlera de la reconnaissance, mais vous avez déclaré là aussi dans une interview, la présence d'un homme dans la troupe me diminue, me diminuerait. Raison pour laquelle il n'y a que des femmes dans Les Estivants. C'est fort quand même comme déclaration. Waouh. C'est vous qui l'avez dit. C'est moi qui l'ai dit. Oui, sur Radio Grenouille. Et j'avoue que quand j'ai entendu le podcast, je me suis dit, ah ouais, j'ai quand même dit ça. Qu'est-ce que ça dit du coup? Ça vous diminue quoi? Professionnellement Enfin, on peut ne pas en reparler, mais c'est intéressant. C'est une grande question. Au début, j'avais envie de travailler avec des personnes. Il s'avérait que ces personnes, c'était des femmes. Bon, je me suis pas trop posé de questions. Par contre, cette question, on nous l'a beaucoup posée. Et du coup, je me la suis de plus en plus posée aussi. Peut-être que j'ai un complexe aussi à ce niveau-là. Parce que la place des femmes au théâtre n'est pas encore tout à fait faite? Ouais. Je crois, ouais. Et j'aimerais bien qu'elle le soit. En fait, au début, c'était pas un choix. Et aujourd'hui, je suis hyper contente de me dire qu'on est 8 filles, que potentiellement, on va aller jouer au Brésil ensemble. C'est une patte, ça aussi. Ça fait aussi la patte de votre compagnie. Donc ça, c'est chouette. C'était pas un choix, ça devient une fierté peut-être aussi, ou pas? Ouais, maintenant, j'en suis fière, ouais. Même si, bon... C'est un peu bête d'être fière, mais je suis super fière quand on arrive dans un lieu et qu'on est toutes les 8. Puis il y a une entente, il y a une amicalité entre nous qui est intense. Une sororité? Ouais, une sororité, ouais. On se parle de tout, on rit de tout.
on a peu de secrets les unes pour les autres. Parfois, c'est compliqué. C'est une troupe. C'est une ça troupe, ouais, aussi. c'est vraiment une troupe. D'ailleurs, hier soir, j'entendais Edith présenter la saga de Molière à son ancienne prof de français. Et elle insistait vachement là-dessus. Elle disait, on a un groupe d'amis, on est des amis, on a monté un spectacle, on raconte notre histoire. Et c'est vrai que tout d'un coup, de l'entendre dans sa bouche, un groupe d'amis, ouais, c'est vrai que c'est parti de là. Enfin, c'est pas parti que de là, c'est parti aussi de mon désir de faire de la mise en scène et d'avoir l'impression que j'avais des choses à dire alors que j'avais besoin de les dire. Une histoire d'amitié, quoi. Ça doit bouger, ça? La question du rôle des femmes, Ouais. un petit peu figée parfois Ouais. au théâtre? Moi, je sais qu'aussi, j'ai raté les concours des grandes écoles. Après, c'est peut-être ma parano, mais je me suis toujours dit que c'était parce que j'avais pas le profil, la jeune première. de la jeune première. Et à chaque fois que j'ai présenté ces concours, j'ai d'ailleurs présenté des rôles. Pour moi, c'était pas des rôles d'hommes, mais c'était des rôles de théâtre. Et on me reprochait, on me disait, mais pourquoi tu joues pas des rôles de femmes? Mais qu'est-ce que c'est qu'un rôle de femme? Oui, il y a des rôles de femmes que je trouve magnifiques, que j'aimerais interpréter, mais en général, récemment, là, j'ai vu un spectacle d'une compagnie qui montait 2 textes de Molière, et, et les femmes étaient cantonnées à jouer les rôles de femmes, les hommes jouaient les rôles d'hommes, et il s'avère que les rôles d'hommes étaient beaucoup plus copieux, beaucoup plus généreux que les rôles de femmes. Ben, moi, je serais malheureuse dans une compagnie comme ça, à me retrouver à devoir rentrer, sortir, dire mon texte, puis parce que j'en suis une, il faudrait que je joue que les rôles de femmes. Non. Et ce qui est magnifique avec le travail qu'on fait avec les Estivants et dans ce spectacle, c'est que on joue tout. Vous jouez quel personnage, justement, dans Ouais. la saga de Molière, parce qu'on peut en parler? D'après vous. Je sais pas, à vous de me dire. Entre autres, Jean-Baptiste Poquelin. Ouais, je doute un peu. Mais pas que. Je suis pas la seule d'ailleurs. On est 3 en tout à le jouer. Ça, c'était très important aussi que ce soit pas juste moi, que ce soit pas juste quelqu'un d'ailleurs, le rôle de Molière. Par contre, les rôles d'autres, comme Madeleine Béjart, sont vraiment associés à Edith. Oui, en fait, là récemment, j'en discutais hier soir avec une personne que j'ai ramenée d'Aix. Et elle me disait, mais comment vous faites du coup quand vous jouez les rôles d'hommes? Vous travestissez, vous vous emperruquez, vous mettez des moustaches Bah, ça nous est arrivé, mais en tout cas sur Molière, pas du tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand il y a la rencontre entre Madeleine Béjart et Jean-Baptiste Poquelin, qui est interprété par Edith et Anne-Sophie, bah, elles sont toutes les deux avec leurs cheveux longs, leurs vêtements de femme, et elles s'embrassent. Et bon, bah oui, on voit Jean-Baptiste, en tout cas, on les voit incarner Jean-Baptiste et on les voit incarner Madeleine Béjart, mais on voit aussi Anne-Sophie et Edith en 2021 qui s'embrassent et qui s'aiment, quoi. Et tout le théâtre est là, quoi, dans cette métamorphose-là. Faire comme si. Faire comme aussi. si, de jouer à faire comme si. Et tiens, on disait qu'on était un garçon, on disait qu'on était un Indien, on disait qu'on était On sur revient un à bateau. l'enfance, là Ouais, aussi, hein, au fond. ouais, ouais. À dire, à faire comme si, À faire comme si, jouer ouais. un rôle, À c'est jouer. ça. À Ouais. s'amuser, en fait. À s'amuser, pour revenir ouais. à ce que vous Ouais. disiez. De pas avoir de carcan, de pas se dire, bah, ce rôle, je peux pas le jouer parce que mince alors, je suis pas un garçon, j'ai pas des pectoraux et du coup, bah, je le jouerai jamais. Ah bah non, au contraire, jouons-le. Puis il y a un message là aussi que vous faites passer, au fond, que l'amour n'a pas de genre, que l'amour n'a pas de visage particulier. Il y a ça aussi, Bien sûr, finalement. ouais. Il y a un message dans cette histoire-là, non? Bah ouais. Ouais, et c'est bien. Johanna Jaccardi, avant de vous proposer de lire un petit bout de texte, comme on le fait à nos invités, l'accompagnement des théâtres et le fait de travailler comme ça avec un gros ensemble dans la région et au national, ça vous rend fier aujourd'hui? Vous vous sentez validé? Je sais que vous avez employé ce terme-là très souvent, reconnu. Ouais. C'est une nouvelle étape qui se joue Ouais, là. c'est une nouvelle étape, ouais. Bah, ça a été une sacrée joie. Et en fait, en ce moment, c'est un peu particulier parce que je suis très enjouée de tout ce qui nous arrive. Et en même temps, j'ai vachement peur pour la suite. Vous êtes angoissée, c'est normal. Je suis encore angoissée un peu. J'ai peur parce que finalement, c'est la première fois que je réussis quelque chose dont moi-même je suis fière. Parce que réussir aux yeux des autres, c'est une chose, mais déjà, soit se dire, tiens, là, j'ai fait quelque chose, j'ai accompli, j'ai la sensation d'avoir accompli quelque chose. Et des fois, j'ai des angoisses de me dire, mais est-ce qu'un jour, je vais réaccomplir quelque chose? Mais je crois que c'est des peurs d'ego et que je dois dépasser parce que, en fait, c'est pas l'endroit du travail. Ça, c'est très auto-centré de penser comme ça. Et du coup, je savoure. Ma route est loin d'être terminée. Ah bah non, on le Voilà. sait. C'est quoi la suite? Vous pouvez nous le dire? Mhm. Ah, si. Si, Non, sur le son de la scène. on le coupera si jamais. Si c'est pas intéressant, on coupe. Non. Ouais, c'est marrant, on va peut-être travailler sur la radio. Ah, Ouais. voilà, ça m'intéresse. Vous êtes obligé Ouais, d'aller voilà. plus loin. J'aimerais organiser un faux ou un vrai, on ne sait pas trop, enregistrement en live d'une émission radio dans un dispositif. Cette fois, les tréteaux ne seraient pas rectangles mais ronds, le public autour de nous.
et d'inviter les spectateurs à l'enregistrement d'une émission idéale. Voilà, j'aimerais travailler sur l'idéal. Qu'est-ce qu'on aimerait entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on aimerait entendre quand on se lave les dents le matin, quand on se réveille, quand on ouvre les yeux? Refaire vivre des dans grands le moments son de la radio. scène. Ouais, peut-être. C'est ce qu'on est en train de faire, en Mais fait. c'est marrant parce que quand j'écris un spectacle, j'aime bien partir de l'endroit où on en est vraiment. Alors Molière, c'était on essuie un échec, il y a toute cette route, toute l'itinérance. Tiens, je m'identifie à ça, c'est notre chemin. Tiens, je vais raconter cette histoire. Et là, c'est vrai que depuis que je suis arrivée un peu à la cour des théâtres, que j'ai fait ma petite ascension, j'ai eu pas mal de rencarts avec des gens comme ça pour faire des interviews. Et je me dis, tiens, peut-être c'est le point de départ de ce spectacle, c'est maintenant. C'est joli de vous inspirer de votre vie, en fait, pour Ouais. continuer à créer. Après, c'est dangereux aussi des fois. Pourquoi? Parce que des fois, la vie si c'est la vie qui contamine le plateau, c'est bien. Mais si c'est le plateau qui contamine la vie, des fois, c'est plus compliqué. C'est une jolie phrase, on la retient, Johanna. Est-ce que vous voudriez bien nous lire le passage d'un texte que vous avez choisi? Ouais. Johanna Giacardi, comédienne, metteur en scène, tout ça. Autrice aussi. Et oui, Oui, un oui. petit peu, ouais. Bah oui, même quand si même. j'ai encore du mal à me définir comme ça. Pourquoi? Ben, C'est une histoire de reconnaissance encore. peut-être de légitimité. Mais justement, le petit texte que je vais vous lire, je crois qu'il va dans ce sens-là. C'est quoi? Alors, c'est un extrait d'un bouquin qui s'appelle Artistes sans œuvre de Jean-Yves Joannet. Voilà, justement. C'est hyper... En tout cas, ce qu'on peut dire de vous, Johanna, c'est que vous êtes très cohérente. C'est vrai, c'est ce qu'on me dit souvent. Vraiment, il n'y a aucun problème. J'espère que je tourne pas en rond toujours autour des mêmes choses. Non. Bon. Parce que sinon, j'aurais fait une phrase, ça aurait pu tenir, tout le son de la scène aurait été là, c'était pareil. Non, parce qu'on ne se serait pas rencontrés. C'est vrai. Alors, je vais juste introduire, parce que Jean-Yves Joannet, c'est un auteur que j'aime bien, qui a écrit un bouquin sur l'idiotie, qui parle justement de l'idiotie dans l'art. La pitrerie, tout ça, le fait de ne pas forcément être quelqu'un d'intelligent pour pouvoir faire de l'art, d'affirmer ses nullités, etc. Ses imperfections, de les mettre en avant. Et donc, je découvre ce bouquin, Artiste sans œuvre, et en fait, non. Je rencontre Jean-Yves Joannet, je lui écris, je vais à Paris, je vais dans son atelier, on passe un moment ensemble, et il me parle de Félicien Marbeuf. Félicien Marbeuf qui a eu une correspondance avec Marcel Proust, qui a vécu entre 1852 et 1924, qui a habité dans telle maison dont il me montre les photos. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais c'est bizarre, j'en ai jamais entendu parler. Vous me dites que c'est lui qui a inspiré Marcel Proust pour ses plus grandes œuvres. C'est étonnant que j'en ai jamais entendu parler. Et il me dit, en fait, il faut que je vous fasse une confidence, Félicien Marbeuf n'existe pas. Il vous a bien eu. Ouais. Je dis, mais bon, c'est fou, pourtant vous avez une manière d'en parler, pour vous il existe. Oui, pour moi il existe. Okay. Et donc là, je vais lire. Félicien Marbeuf, le plus grand des écrivains n'ayant jamais écrit, fut considéré à son époque comme l'auteur idéal. Ce goût de la littérature, il en avait hérité en des conditions bien étranges de Gustave Flaubert lui-même. Gustave Flaubert était devenu un ami de la famille. Un soir de 1869, l'écrivain dînait chez les Marbeuf. Félicien était alors âgé de 17 ans, et l'auteur de Madame Bovary lui apparaissait, comme chaque fois qu'il le rencontrait, auréolé d'un immense prestige. Mais Flaubert ne s'était jamais adressé à lui qu'à l'occasion de quelques propos polis et sans profondeur. Félicien se sentait bien jeune et sans intérêt pour un génie tel celui qu'accueillait sa famille. Toujours il crut n'être qu'une ombre, un meuble dans la salle à manger où ses parents recevaient l'écrivain. Cela le remplissait de tristesse souvent, mais plus souvent encore, cela le rassurait tant il craignait de paraître peu brillant s'il avait pris la fantaisie au grand homme de s'adresser à lui de manière sérieuse. Cette indifférence à son égard le blessait donc tout autant qu'elle l'arrangeait. Or, ce soir-là, alors que le repas s'était achevé, Flaubert alla chercher dans son manteau un paquet qu'il revint offrir à Félicien. Celui-ci, éberlué, y découvrit un exemplaire de l'éducation sentimentale. Une dédicace en occupait la page de garde. Si vous découvrez chez le héros de ce roman où il ne se passe désespérément rien, quelques traits d'esprit qui vous ressemblent, ne vous en étonnez pas outre mesure. Il vous doit beaucoup, je le crois, tant pour le physique que pour la psychologie. F comme Frédéric ou F comme Félicien? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce texte, justement? C'est assez dingue de penser qu'un gars qui a jamais existé, qui est un pauvre loser qui a jamais rien écrit, ait potentiellement pu inspirer les plus grands auteurs comme Flaubert ou Marcel Proust.
c'est une espèce d'ode à la vie, quoi. Je sais pas, c'est... récemment, je m'amusais parce que bon, voilà, on aimerait travailler sur la radio et je disais mais en fait je rêve un jour qu'il y ait quelqu'un à la radio qui m'appelle en me disant écoutez, vous êtes celle qu'on attendait, on aimerait faire des chroniques avec vous. Venez à France Culture, venez à France Bleu, tiens pourquoi pas. Ouais. Et puis mon ami me répond bah, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais t'as qu'à le faire. T'as qu'à les inventer, ces chroniques. Bah, je crois que tout le mystère de la vie se retrouve là, incarné par Félicien Marbeuf, qui n'existe pas, mais dont l'auteur, Jean-Yves Joannet, a décidé que potentiellement, ces grands artistes, auréolés, comme il l'écrit, étaient en fait peut-être vulgairement inspirés juste par un pauvre type qui n'avait jamais rien écrit. Et ça, c'est le pouvoir de l'imagination, ouais. au fond, et le pouvoir d'oser aussi. Ouais. Johanna Giacardi, c'était un bonheur de vous recevoir dans le son de la scène, comédienne, autrice, on va l'assumer, et metteur en scène. Je vous laisse le mot de la fin pour parler à celles et ceux qui nous écoutent. La saga de Molière continue, évidemment. Bientôt un spectacle sur la radio. Et puis voilà, le mot de la fin, il est pour vous, Johanna. Le mot de la fin, il est pour moi. Pas de fin. Okay. Générique. Générique du son de la scène. Merci Johanna. Non, merci beaucoup, vraiment. Merci pour... C'était chouette de faire cet entretien. Pareil, la même. Ouais. Merci Johanna, à bientôt. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la scène. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.letheatre.net et sur nos réseaux sociaux.